diriez hey, c'est correct, sois gentil avec toi, ça arrive à tout le monde. Mais quand c'est nous-mêmes, on dirait que c'est un peu plus difficile. On parle d'autocompassion ce matin avec Sophie Dawes. Salut Sophie, comment ça va? Ça va bien, toi aussi, Rémi? Ça va très, très bien. Oui. Je suis content qu'on parle d'autocompassion parce que je pense pas que ce soit la chose la plus populaire au monde. Ça se peut-tu? Je pense que comme dans beaucoup de choses, si on ne l'a pas appris de manière naturelle et spontanée dans notre vie de famille ou en tout cas dans notre entourage, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement comme pratique. On vit dans un monde... J'arrive toujours avec des beaux gros clichés pour commencer, mais on vit dans un monde de performance, d'accomplissement, d'image et tout ça. Puis l'autocompassion, c'est presque... pas l'inverse, mais c'est une attitude... de compréhension envers soi. Puis, l'autocompassion, c'est peut-être pas ce qui court le plus en ce moment. Non, effectivement, et même que ça peut être mal vu. Quand c'est mal interprété, attention, parce que y a une phrase, quand on parle de... Là, on parle d'autocompassion, mais je vais faire l'amalgame avec l'amour de soi. Il y a une phrase qui m'avait toujours marqué, c'est, mettons, je te demande de me faire la liste de tout ce que tu aimes dans la vie. Tu te nommes où? Et la réponse, souvent, c'est « je me nomme pas ». Tu sais, je veux dire, je vais nommer ma femme, mes enfants, le sport, la radio, ma femme. Mais moi, jamais je vais dire « je m'aime moi ». Parce que c'est presque mal vu. C'est comme « ah, check l'autre, il est condescendant, et etc. » Mais l'autocompassion, c'est pas ça, là. Oui, c'est ça. En fait, l'autocompassion, le point de vue que je vais vous présenter ce matin, c'est beaucoup tiré du travail de la docteure et psychologue Kristin Neff. Puis c'est bizarrement quand même assez récent comme sujet de recherche. Ah ouais? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme dans bien des cas, comme dans presque la plupart des cas, les chercheurs, les scientifiques finissent par aller dans une voie qui est reliée à leur vie personnelle. Même si on pense qu'il y a une objectivité, c'est pas vraiment le cas. Puis, bref, elle, dû à sa vie personnelle, puis un intérêt qu'elle avait aussi, une pratique personnelle dans le bouddhisme, en méditation, elle a été amenée à développer cette pratique-là, mais aussi ce terrain de recherche sur l'autocompassion. Donc, depuis à peu près le début des années 2000, ça a été beaucoup développé. Elle a fait beaucoup de recherches par rapport à ça. Puis c'est quand même aussi un domaine qui s'est développé aussi pour amener de l'aide à tout ce qui est les gens qui travaillent dans les soins, les infirmiers, les infirmières. Donc, c'est une compétence, finalement, qui a dû se développer pour faire face à des burn-out, justement, de compassion, qu'on appelle. Et puis, c'est ça, l'autocompassion, qu'est-ce que c'est? Puis qu'est-ce que ce n'est pas? C'est là que c'est intéressant de savoir. Dans le fond, ce que c'est, en gros, selon elle, son modèle à elle, il y aurait 3 composantes importantes à l'autocompassion. D'abord et avant tout, c'est une présence bienveillante envers soi versus une présence trop critique. Puis quand tu le dis en entrée de jeu, Rémi, c'est exactement ça. C'est comme devenir son meilleur ami. Le genre d'attitude qu'on aurait quand on est un bon ou une bonne amie envers quelqu'un qui a un échec ou quelqu'un qui a fait une gaffe ou des choses comme ça. Ça, c'est la première composante, donc la présence bienveillante. Ensuite de ça, il y a le fait que ça s'inscrit dans une humanité commune. Donc, on se relie aux autres. On se replie pas sur soi, de se dire « Ah, pourquoi ça m'arrive à moi? » Puis, on est capable d'avoir une vision plus large. Donc, déjà là, on voit un paradoxe. On dit autocompassion, mais c'est quelque chose qui est une vision qui est plus englobante. Donc, je fais pas juste me pencher sur ma petite douleur à moi, mais j'élargis ma vision pour être capable de l'englober dans une histoire plus grande. C'est un classique de penser qu'on est seul dans notre situation. Moi, j'avais des problèmes d'alcool, puis je pensais que personne consommait comme moi, puis personne n'avait mes habitudes, puis personne pouvait comprendre, puis pas vrai pantoute, là. Exactement. Oui, mais c'est vrai. Puis justement, comme ce que je viens de dire par rapport à l'autocompassion, comme dans bien des choses, on entend un mot, puis là, tout de suite, il y a des milliers, instantanément, des milliers d'idées préreçues qu'on a autour de la chose, mais souvent, c'est beaucoup plus nuancé, puis beaucoup plus... c'est ça, paradoxal même. Ouais. Donc, le fait que ça soit quelque chose qui s'inscrit dans une vision plus large. Puis la troisième chose, c'est que c'est une juste présence par rapport à une suridentification. C'est-à-dire que je suis capable de faire une évaluation de la situation, de faire... Je vais donner un exemple. Mettons, tu aurais un ami qui a fait une faillite, puis là, il dirait « Oh mon Dieu, je suis une merde, j'étais un échec, j'ai jamais rien fait de bon, ça n'a pas de bon sens. » Puis là, mettons exemple, le meilleur ami ou la meilleure amie dirait « Ben non, là, tu as fait
OK, c'est une bonne gaffe que tu as faite ou tu as vraiment mal géré tes affaires, mais dans le fond, tu es capable de remettre en perspective l'ensemble de tes qualités, puis de mettre cette erreur-là à sa juste place. Donc, tu ne deviens pas le problème. Tu suridentifies pas autrement. C'est ça. Fait que c'est de relativiser un petit peu les choses. Là. Oui, relativiser, puis équilibrer, puis en même temps, d'avoir cette présence bienveillante envers soi. Puis la chose que j'ai trouvée super intéressante, il y a plein de choses intéressantes autour de ce thème-là. Là. Je dirais, encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait faire le sujet d'une seule émission, peut-être même une série d'émissions. Tout à fait. Mais c'est qu'on parle beaucoup dans le développement personnel, puis c'est très au goût du jour de comme développer notre estime de nous, puis là, de s'auto-congratuler, puis de comme tu le mérites, puis tu sais, d'être dans cette espèce d'esprit-là. Mais l'estime de soi, c'est quand même difficile à bâtir par soi-même. Puis souvent, ça dépend de nos accomplissements. Donc, comment qu'on est vu par les autres et comment qu'on est perçu, qu'est-ce qu'on réussit à quantifier finalement dans la société. C'est extérieur. Donc, c'est extérieur, puis ça peut être éphémère. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui carburent plus que d'autres à l'ambition puis à la notoriété, tout ça, mais quand la journée se termine, comment qu'on se sent face à soi-même, notre estime de nous, ça peut être, si ça a été fragilisé dans notre enfance, ça peut être quelque chose qui va toujours être un peu une petite faille qu'on a en nous. La vraie personne, peu importe comment elle est au quotidien, peu importe la voiture qu'elle a, comment elle est sur Instagram, quand elle est toute seule, couchée dans son lit, dans sa tête. Oui, exact. Comment ça va pour de vrai? C'est ça, exactement. Puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que moi-même, personnellement, je suis une personne que l'estime de moi, ça a toujours été un petit peu quelque chose de difficile, peu importe qu'est-ce que les gens peuvent refléter ou voir de nous. Des fois, c'est ça, il y a un décalage entre comment on se sent puis versus comment les gens nous perçoivent. Mais l'autocompassion, c'est quelque chose qui peut amener une personne à se sentir vraiment mieux avec elle-même. Donc, c'est comme si l'estime de soi peut être augmentée en développant l'autocompassion. Donc, moi, je trouvais que c'était une belle façon, une belle porte d'entrée, plutôt que d'essayer de se dire des phrases de genre, mais t'es bon, t'es bonne, nanana, tout ça. Mais c'est comme juste de développer une qualité de présence envers soi, comme si on devenait son meilleur ami. Ça nous permet de se sentir mieux, puis finalement, d'être un petit peu plus relax avec qui on est, avec toutes nos imperfections, plus authentique. Il y a une phrase en anglais qui dit « flaws are cute », donc les défauts sont mignons, puis moi, j'y crois à ça. Tu sais, être soi-même, de toute façon, l'authenticité, c'est ce qu'il y a de plus charmant chez une personne. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais moi, quelqu'un qui est authentique, qui a l'air bien avec soi-même, qui s'assume, ça paraît, là. Il y a un genre d'aura brillant, là. Ça nous met plus relax aussi, définitivement. Quand quelqu'un est plus à l'aise avec ses propres défauts, ses failles, ses imperfections, si on est une personne qui cherche à être soi-même, on va se sentir beaucoup plus relax. On va être comme, OK, j'ai pas besoin de mettre toutes sortes pardon, j'ai vu un petit cue de notre... Oui, effectivement. Tu voulais parler de compassion, Marc-André? On a les défauts de nos qualités. Effectivement. Ou les qualités de nos défauts. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est une de mes phrases favorites. On a les qualités de nos défauts, les défauts de nos qualités. Puis c'est vrai que finalement, de mieux s'accepter tel que l'on est. Puis c'est ça aussi, une autre affaire que je voudrais juste rapidement dire. Je ne sais pas combien de temps que j'ai encore, là. On a le temps. OK. C'est qu'il y a toutes sortes de mythes autour de l'autocompassion. Puis rattaché à ces mythes-là, quand on défait les mythes, on se rend compte de tous les bénéfices qu'il y a à développer de l'autocompassion. Je vais juste regarder mes petites notes, je ne me rappelle pas toutes par cœur. Il y en a trop, il y a trop de bénéfices. Je te montre mes défauts. Oui, exactement. On voit les fils qui dépassent derrière ma belle petite présentation. C'est ça, c'est que dans le fond, il y a des... par exemple, mettons, j'aime ça y aller avec un dialogue. Là. Mettons, toi, si tu avais à nommer, qu'est-ce que tu penses que les gens peuvent percevoir de l'autocompassion? Tantôt, tu disais comme le côté un peu condescendant, le côté un petit peu... narcissique de la chose. Soit ça ou surprotecteur. Tu sais, à un moment donné, il y en a qui fonctionnent à coup de pied dans le cul, si je peux me permettre, puis qui disent « Ah ouais, let's go », puis il y en a qui vont y aller plus dans le surwattage, tu sais, faire surenvelopper. Donc, tu sais, je pense que ça peut être mal perçu dans certains cas comme étant, c'est ça, quelque chose de trop doux. Et pas assez motivant, l'autocompassion. Oui, la motivation, c'en est un des points que les gens tout de suite vont se dire, là, comment je vais être motivé? C'est comme un peu l'espèce de critique, ça agit comme un petit fouet, là, comme, vas-y, t'es capable. Puis c'est vrai qu'il y a toujours un équilibre dans toute chose. Il y a des personnes qui carburent plus à la compétition, donc
carbure plus à l'espèce d'enveloppement. Puis là, on pourrait faire des clichés hommes-femmes aussi là-dedans. Mais c'est certain que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'avoir une attitude d'autocompassion, souvent, ça va créer l'effet inverse. Ça va plus nous motiver parce qu'on est capable de faire état de la situation de manière plus réaliste. On n'essaie pas de tomber dans le déni parce qu'on a tellement honte de qu'est-ce qu'on vient de faire ou de quoi on a l'air. Puis on est plus capable de faire état de situation, donc d'avancer vers nos buts, mais pas carburé par une espèce d'énergie justement de colère, quasiment. Ouais. Parce que je vais donner un exemple super concret. Je joue au soccer le jeudi soir dans une ligue et jeudi passé, je suis défenseur, OK? Et on se fait marquer le but de la défaite 100% à cause de moi. OK? Genre, je suis seul, là. Tu sais, ça peut pas être la faute de personne d'autre. On perd la game à cause de moi, 100%. Si j'ai de l'autocompassion, je vais me dire, c'est pas grave, ça arrive, t'as fait de ton mieux, t'as tout donné, ça va mieux aller la prochaine fois. Ça va plus me tenter d'y retourner demain que si je m'étais dit, t'es un pas bon, tu fais perdre tout le temps tout le monde, à quoi tu... T'sais, donc, sur le plan de la motivation, ben, l'autocompassion, c'est pas mal plus motivant, effectivement, que de se taper sa tête. Là. Oui, exactement. Puis, tu sais, comme tantôt, tu parlais par rapport au fait que que ça rend mou ou faible un peu. Ouais. Tu sais, ben, c'est un peu dans la même idée que non, si tu viens de le démontrer, c'est que ça te permet de t'évaluer comme dans la situation réelle, de prendre en compte l'ensemble des éléments, puis de faire, bon, ben là, avec tout ça, là, tu sais, c'est comme si ça fait un genre de petit reset du système nerveux. Puis là, c'est comme si tu fais, bon, mais là, avec quoi j'avance? Ça permet de relativiser aussi. Oui. Tu sais, comme perdre là, au soccer un jeudi soir, une ligue de garage. Pas si grave que ça. Là, comment est-ce qu'on peut rentrer ça dans notre routine en terminant? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est de la pleine conscience? C'est des termes qui reviennent souvent. Oui. Comment on peut appliquer l'autocompassion? Bien, c'est certain qu'il y a plein de façons différentes de l'appliquer. Christine Neff, elle, si vous parlez anglais, sûrement que son livre ou ses livres, je ne sais pas, ça a écrit plusieurs livres, mais ont été traduits en français. Mais elle présente différentes pratiques sur son site web. Il y a déjà quand même pas mal de matériel qu'on peut trouver. Sinon, c'est certain que des choses comme la communication consciente, communication non violente qu'on appelle, là, ça, c'est une pratique qui est très, très, très axée dans l'autocompassion. On apprend à identifier qu'est-ce qui se passe en dedans avant de pouvoir l'exprimer aux autres. Ouais. Puis comme dans toute chose, ça s'apprend. C'est sûr que c'est le fun quand on l'a reçu comme bagage. Puis puis c'était quoi les autres choses que j'avais vues? Donc, ben c'est ça. La méditation, oui. Ouais. Communication consciente, Christine Neff. Puis juste déjà, encore une fois, moi, je suis une grande... je crois beaucoup au pouvoir de la question. À partir du moment où on se pose la question, on dirait que là, on ouvre notre champ de focus à des nouvelles informations qui vont arriver. Donc, de se dire, bien, est-ce que ça me tenterait de développer plus d'autocompassion? Puis comment je pourrais faire? De laisser la question en suspens, ça ouvre... Ça ouvre la réflexion, effectivement. C'est moins fataliste. Puis il y a le classique de, si tu parlais à ton meilleur ami, qu'est-ce que tu dirais? Moi, j'essaie de dire, j'ai un fils de 7 ans, tu sais, qui fait du sport. Fait que jeudi soir, je me disais, qu'est-ce que je dirais à mon fils s'il venait de dire, si ça venait d'y arriver? Puis j'y dirais pas, t'es un pas bon, tu sais, je dirais, écoute, c'est super pas grave, tu sais. Fait qu'effectivement, de se parler comme on parlerait à notre meilleur ami ou encore à notre enfant, je pense que c'est un bon exercice à faire. Mais c'est pas toujours facile de s'en rappeler. Non, c'est vrai. Surtout quand on est déclenché par rapport à quelque chose. C'est ça, sur le coup de l'émotion, tu sais, quelque chose de vif, ça devient plus dur de relativiser puis de tomber dans l'autocompassion. Mais de l'autocompassion à rebours, ça se fait aussi. Et je pense que c'est intéressant de garder toujours ça en tête. Sophie Dowse de la Maison des Humains. Y a-t-il un épisode là-dessus qui est disponible en balado? Oui. Attends un petit peu, c'était mon 8e épisode. Je devrais, dans le fond, faire une page Facebook pour que vous puissiez faire des liens. Entre la chronique et l'émission. Oui, c'est ça. Mais la 8e émission, je l'avais faite sur l'archétype de l'amoureux. OK. Et j'avais aussi fait l'autocompassion parce que je me disais, dans le fond, le plus grand... C'était un poète uruguayen, je crois, qui disait que le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas prendre de risques. Puis le fait de développer de l'autocompassion, bien, ça nous permet d'être capable de prendre plus de risques, de s'ouvrir, parce que si on se plante, bien, on va être capable de vivre avec nous-mêmes. Puis, donc, c'était l'émission 8 cet été. De la Maison des Humains. Oui. Je te souhaite une très, très belle journée. Merci pour ces belles réflexions-là, Sophie. Merci, puis je vous souhaite beaucoup d'autocompassion, messieurs. Merci beaucoup. On en a tous besoin. Bonne journée.